bonjour pour tous ceux qui étaient déjà là ce matin. Bienvenue à ceux qui arrivent et qui nous rejoignent. Et puis surtout, bon appétit à tous ceux qui vont nous regarder et manger en même temps devant leur écran. Je suis avec Paul Péton qui va nous parler de Databricks et d'Azure ML et surtout de MLOps. Donc, parce qu'on parle beaucoup de DevOps, de SysOps et tout ça, mais le MLOps, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, bonjour Paul. Bonjour Virginie, merci de m'accueillir dans le Alors, camion orange du Global AI Tour. c'est ça, tu es assorti au camion orange, donc c'est parfait. Tu es prêt à pouvoir monter dedans. Donc, tu me disais que alors, tu fais de la musique, mais que pour le moment, c'est un peu compliqué de jouer et de composer. On a essayé des outils pour faire de la musique à distance, mais c'est quand même, ça vaudra jamais le live et d'être vraiment en groupe. Donc, bon, à défaut, on se rabat sur le développement, puis bon, ça occupe quand même. Bon, bientôt, bientôt. Et puis, félicitations parce que tu vas avoir bientôt une petite fille. Et du coup, tu m'as dit que ta dernière certification Microsoft, tu l'avais passée dans des conditions un peu particulières. Alors oui, on est censé, si peut-être certains d'entre vous passent des certifications à domicile, vous savez qu'on est censé le faire dans une pièce qui est, enfin sur un bureau vraiment vide, dans une pièce où il n'y a rien qui permettrait de tricher. Moi, je l'ai fait sur la table à langer parce que pour l'instant, donc, j'ai réaménagé en bureau la chambre de notre future fille, mais bon, voilà. Mais j'ai eu la certification, donc ça s'est bien terminé. Bon, félicitations. Merci. Et puis, du coup, je te laisse présenter. Allez, c'est parti. Hop. Donc, une session de 45 minutes autour de l'idée centrale, comme tu disais, de MLOps, hein, donc c'est-à-dire de prendre du machine learning, des modèles d'apprentissage, des modèles supervisés, et de réussir à en faire quelque chose qui aille en production, donc c'est-à-dire qui soit euh, efficace au sens où on va pouvoir récupérer des prévisions à partir des modèles qui ont été entraînés. Et pour ça, on va voir finalement trois outils qui vont interagir entre eux. Le principal, ce sera un outil open source, c'est MLflow, et on va voir comment il s'intègre à la fois dans Azure Databricks pour tout ce qui est puissance de calcul d'entraînement, et dans Azure Machine Learning pour tout ce qui est déploiement. Une petite diapo voilà, pour me présenter, quelques liens que vous pourrez retrouver, en particulier un GitHub où je publie des notebooks autour d'Azure Machine Learning. L'agenda de cette session, on va commencer par repositionner ces différents éléments en repartant finalement à nouveau de l'open source et de la fondation Apache qui héberge toujours hein, le framework qu'on appelle Spark. Cette approche MLOps en quelques mots, et puis ensuite on va détailler 4 composants de l'outil open source qui est MLflow pour nous aider à suivre notre entraînement de machine learning, à packager nos modèles, à en faire des projets reproductibles, et puis surtout à passer ces projets entre différents environnements, par exemple du développement, un environnement de staging ou de qualification, puis un environnement de production. Et je finirai en vous montrant voilà, comment ces trois outils ensemble interagissent en vous montrant comment on déploie un modèle sur Azure Machine Learning. Alors, je reviens au début de l'histoire, finalement, avec cet outil de calcul distribué dans le cloud. Alors, peut-être que ceux qui sont les dinosaures du big data, dont je fais un peu partie, se rappellent du fameux pattern MapReduce. Donc, en gros, on divise un calcul pour le faire sur des machines qu'on associe en parallèle. Et donc, on oublie toute idée de mise à l'échelle verticale, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'espoir dans le fait que les machines intrinsèquement soient de plus en plus puissantes, mais on se dit que si on arrive à mettre bout à bout des machines, même si elles sont finalement pas si puissantes que ça, une par une, le fait de travailler ensemble va être plus efficace, mais pour travailler ensemble, il faut découper les tâches et ensuite savoir résumer toute l'information, c'est ce qu'on appelait map et reduce. Alors, Spark est arrivé un petit peu après, donc pour résoudre quand même cette idée de distribution des tâches de calcul autour des données. Alors c'est un projet sorti d'une université californienne, sous licence Apache depuis 2014. On est à la version 3.0, alors je crois qu'elle est encore en statut preview, mais on est passé de la 2.4.5, là, qui est encore celle qu'on va trouver justement dans Databricks, à cette version 3, et surtout elle est écrite en Scala, et je reviendrai un tout petit peu après sur ce langage.
Alors voici Matei Zaharia, qui est c'est l'une des personnes qui a vraiment participé au développement de Spark. Et donc l'objectif était, et vraiment ce qui différencie avec MapReduce, c'était de faire travailler ces calculs en mémoire et non plus d'avoir des entrées-sorties trop coûteuses finalement sur les différentes machines qu'on pourrait avoir dans une grappe de machines, dans ce qu'on appelle un. Pour le machine learning en particulier, on a des API qui sont disponibles. Alors l'API un petit peu historique maintenant et qui commence vraiment à être très dépassée en Spark 3.0, c'est MLlib et celle qui utilise ce qu'on appelle les RDD, une manière de distribuer les jeux de données. On va travailler maintenant de manière beaucoup plus actuelle avec SparkML, qui va donc prendre ici en entrée ce qu'on appelle des data frames, qui vont en gros nous permettre d'identifier tous nos jeux de données pour des processus d'apprentissage. Le langage Scala, donc, qui est effectivement écrit, enfin qui est le langage dans lequel est écrit la plateforme, donc c'est de la programmation objet, fonctionnelle, et c'est surtout scalable language, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à l'échelle, c'est vraiment un langage pensé pour des fortes volumétries de données. Alors, on peut aussi faire d'ailleurs du streaming, on pourrait mettre en place ce type d'approche, mais il va être vraiment efficace quand on va pousser la charge. Donc si vous devez prouver l'efficacité de ce langage-là, ne le faites pas sur un jeu de données de 500 lignes, puisque vous serez toujours plus rapide avec Pandas, par exemple, sur une machine locale. C'est dérivé du Java, le langage Scala, et donc c'est compilé. Et on a des histoires de JVM, de machines virtuelles Java, qui sont derrière pour faire tourner tout ça. Et ce qui va être intéressant avec le Scala par rapport à une autre approche que serait PySpark, c'est justement cette idée de compilation du code pour la rendre encore. Donc ça, c'était l'open source, et c'est toujours de l'open source. Vous pouvez très bien télécharger les sources de l'outil et ensuite l'installer par vous-même. Mais attention, bon courage si vous vous lancez là-dedans. Donc on va utiliser plutôt aujourd'hui des services managés qui mettent à disposition cet environnement Spark, et Databricks est justement peut-être le plus célèbre aujourd'hui pour ça. Et d'ailleurs, c'est en lien avec Spark, puisque ce sont les créateurs de Spark qui ont fondé cette société. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de Databricks? C'est la possibilité de gérer des clusters, donc des grappes de machines virtuelles, très concrètement, qui vont démarrer et sur lesquelles seront exécutés les calculs. Deux petites choses intéressantes dans cette approche-là, c'est ce qu'on va appeler l'autoscaling, c'est-à-dire que si je commence, si la plupart du temps, j'ai le fait de distribuer mon calcul sur 2 machines est largement suffisant, mais parfois j'ai des pics de volumétrie qui me demandent d'aller chercher plus de puissance, et ben, je peux stipuler que j'aurai un autoscaling jusqu'à peut-être 4, 6, 8 machines, et donc elles ne seront allumées, elles seront rajoutées dans le cluster que lorsque j'en aurai besoin. Alors ça prend forcément un tout petit peu plus de temps, mais au moins ça ne facture pas les machines, on ne facture pas par exemple une machine en permanence. Toujours dans les petites astuces pour payer moins cher, si vous avez terminé un traitement, vous n'avez peut-être pas envie de rester jusqu'au bout du traitement et à la fin de cliquer sur le bouton stop, donc on a un arrêt automatique du cluster suite à un temps d'inactivité. Je vous montrerai, je pense qu'on va pouvoir le voir après dans quelques notebooks. Chose aussi pratique, alors ce qui va être au centre de l'exploration de données, ça sera les notebooks. Ici, on n'est pas vraiment dans un IDE, on est vraiment dans des notebooks, et ces notebooks sont agrémentés avec quelques outils de visualisation, basés en particulier sur la librairie D3JS, donc ce qui va permettre d'avoir rapidement des graphiques sans coder, juste en cliquant sur quelques boutons. Ces notebooks, on va pouvoir les écrire, alors bien sûr en Scala, et c'est peut-être ce qui est le plus efficace aujourd'hui, mais si on connaît mieux des langages plutôt du monde des statistiques comme R ou plus répandu comme Python, c'est aussi possible, et on fera appel à des API de calcul distribués comme PySpark ou SparkR, et on aura toute la simplicité du langage SQL pour manipuler les données. Sachez juste pour finir sur Azure Databricks, donc la déclinaison dans le cloud Microsoft de Databricks, qui a 2 modes de licence, et quand on veut vraiment travailler dans un mode collaboratif, mais sous-entendant qu'on a ce qu'on appelle des airbags, des restrictions d'accès aux différents projets, aux différents notebooks, il faut aller sur une tarification dite premium. Si vous n'avez pas de compte Azure, pas de carte bleue et pas de tarification premium, vous pouvez quand même vous amuser avec ça. Je vous ai mis le lien ici vers la version community gratuite de Databricks.
Et on va commencer à penser maintenant cette ressource de calcul dans un environnement un peu plus large, puisque voilà, ce ne sera pas suffisant d'avoir juste la notion de calcul, il faut qu'on ait quelque chose d'un peu plus global dans toute la chaîne de traitement de notre donnée. Pour traiter des données, bien sûr, il faut les faire venir jusqu'à nous. Alors, et les stocker. Là, on pourra utiliser un stockage de type Data Lake ou compte de stockage Blob qu'on va trouver sur Azure. On fera déplacer ces données, par exemple, grâce à un outil de type un peu ETL, qui est Azure Data Factory, qui va pouvoir lancer aussi après automatiquement les notebooks. Et puis on fera tout le travail qui va être vraiment le cœur de la démarche MLOps, qui sera donc le travail d'aller versionner nos algorithmes, d'aller les packager, d'aller les mettre en production, avec une troisième brique qui sera Azure Machine Learning. Alors justement, si on doit expliciter de manière un petit peu plus détaillée ce qu'est le MLOps, c'est peut-être le terme DevOps qui a été le plus, qui est le premier à être sorti, à s'être décliné sur ce principe-là, et qui est en fait de faire la jonction entre deux mondes, celui du côté des développeurs et celui plutôt des personnes opérationnelles, donc en charge justement de maintenir le service. Si on adapte cette démarche-là à la data science, en tout cas, si on regarde quelles sont les étapes d'un projet de data science, on va retrouver finalement des choses très courantes, qui sont d'accès aux données, de l'exploration, de la préparation, la recherche du meilleur modèle. Et vous avez pu voir, un très bon enchaînement, puisque vous avez pu entendre parler d'Automated ML juste avant. Et puis on va finir par le déploiement de ce modèle. Donc vraiment, l'idée qu'on va le rendre actif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir répondre à des questions qui seront soumises par des applications, ou voire des utilisateurs. Juste pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la préparation de données, parce que c'est vraiment aujourd'hui peut-être l'élément qui est le moins automatisé et toujours le plus important, il faudra sélectionner les meilleures variables, ce qu'on appelle les features, donc les meilleurs éléments dans notre jeu de données. Il faudra peut-être les reformuler, il faudra les agréger, trouver de nouvelles manières de les exprimer pour qu'elles soient encore plus efficaces dans la recherche de nos meilleurs modèles. Rechercher le modèle, c'est en fait sélectionner parmi différentes familles, et c'est, une fois qu'on a fait cette sélection, c'est aller optimiser ce qu'on appelle des hyperparamètres. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques de chacun des modèles. Si je prends un exemple simple avec un arbre de décision, un arbre, ça a différents niveaux de profondeur, on peut paramétrer aussi le nombre minimum d'éléments qu'on veut à chacune des feuilles de l'arbre. Donc ça, c'est des hyperparamètres. Je ne les connais pas a priori, mais je vais devoir les chercher. Donc ça veut dire que concrètement, je vais devoir relancer plusieurs fois mon modèle avec différentes valeurs, et donc, mouliner sur ma ressource de calcul pour que je trouve le meilleur modèle. Le serving, donc, ou déploiement, finalement, c'est quand même l'idée de packager le modèle, donc de le mettre dans un format, on va voir, le plus neutre possible par rapport à nos plateformes, pour pouvoir le réutiliser, et donc ensuite avoir des ressources de déploiement. Je vous donnerai deux ressources possibles à la fin de cette présentation. Des ressources de déploiement qui vont porter le modèle et qui feront que, par exemple, notre cluster Databricks n'aura pas besoin de rester allumé. On va pouvoir l'éteindre une fois qu'il aura fait le gros du travail d'entraînement. Donc tout ça, c'est le déroulé d'un projet classique. Et j'oublie le monitoring, bien sûr, puisque une fois qu'un modèle est établi, on va bien sûr regarder qu'il ne se dégrade pas. C'est-à-dire que si les données en entrée changent, si les phénomènes qu'on est en train de modéliser sont plus volatiles, il faudra peut-être réentraîner un nouveau modèle et remplacer le modèle déployé. Alors ces 5 étapes-là, on va les retrouver de manière très concrète dans notre architecture Azure, puisque pour l'accès aux données, on aura justement ce qu'on va appeler un point de montage. Donc notre cluster Databricks sera capable de voir comme un système de fichiers le Data Lake. Pour l'exploration des données, le notebook, c'est finalement un outil très, très pratique, parce qu'on a visuellement une idée de ce que sont les données. On peut faire des représentations graphiques. Le notebook va aussi servir ensuite à coder toute la préparation de données. Il va servir aussi à recueillir les scripts qui vont faire toute la partie. Et on aura à nouveau des notebooks pour le déploiement. Et là, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que finalement, au sein d'un même outil qui est le corps, enfin l'endroit où je vais écrire mon code, je vais retrouver toutes les étapes de ma chaîne de traitement. Alors, juste quelques petites précisions, en particulier sur l'entraînement. Donc, on pourra commencer, bien sûr, sur un faible volume de données. On a peut-être les données d'un environnement de développement. Ensuite, il faudra quand même qu'on pense l'entraînement sur l'ensemble des données de production. Donc,
Ça demandera justement d'avoir cette scalabilité, de dire qu'à un moment donné, on aura plus de ressources de calcul pour la production, mais surtout, il faudra versionner tout ce qu'on est en train de faire. Et ça, on va voir que ça va être le rôle de cette brique. Mais pas uniquement le versionning, hein. MLflow sera là aussi pour réaliser le packaging, donc réussir à nous donner quelque chose, une sorte de livrable, hein, qu'on va pouvoir utiliser pour le déploiement. Ça permettra ensuite d'avoir vraiment l'utilisation du modèle. Donc pour résumer, hein, l'approche DevOps finalement, où on est dans les idées de pouvoir reproduire des choses à l'identique quand on change d'environnement, de pouvoir réaliser des tests, de pouvoir simplifier le déploiement, et ben on retrouve toutes ces notions-là, mais appliquées à la modélisation, appliquées au machine learning. Alors, rentrons maintenant un peu plus dans le détail de ce qu'est MLflow. Donc, composant, produit open source, produit qui contient 4 composants. Alors, pourquoi je dis modulaire? C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser ensemble. Alors, vous pourrez très bien utiliser qu'une seule partie de l'outil. Et on va pouvoir l'utiliser de 2 manières, soit par API, donc il y a du code, du script qui va pouvoir permettre de l'utiliser, ou sinon une interface visuelle. Alors, quand est-ce qu'on va aller justement utiliser MLflow? Quand on a besoin de stocker toutes ces informations autour du modèle qu'on est en train de travailler. Et c'est quoi toutes ces informations? C'est principalement donc les fameux paramètres ou hyperparamètres que j'évoquais avec l'arbre de décision, les métriques d'évaluation. Pour continuer sur l'arbre de décision, on va noter des métriques comme la précision de classement, mais aussi une métrique un peu plus poussée qu'on appelle l'AUC. Enfin, voilà, il y a toute une quantité d'indicateurs de performance, de fiabilité de nos modèles qui vont pouvoir être enregistrés et surtout qui vont pouvoir du coup être enregistrés sur leur variation quand on va tester des modèles différents. Et dernière chose quand même, dans l'enregistrement, enfin ça rejoint l'idée de package, on va enregistrer le résultat final du modèle. Si je prends un modèle très simple comme une régression linéaire, la formule mathématique c'est y égale à x plus b, a et b c'est ce qu'on appelle les paramètres du modèle, et ben c'est ces deux valeurs que je vais enregistrer, que je vais stocker, et que je vais ensuite packager donc pour pouvoir lancer à plus grande échelle mon modèle. Et quand on parle de grande échelle, attention, c'est pas uniquement parce que j'ai peut-être plus de données ou parce que j'ai voilà, j'ai ouvert les vannes d'un streaming ou des choses comme ça. C'est peut-être parce que j'ai envie de tester une grande quantité d'hyperparamètres, et donc là je vais devoir changer de ressources de calcul. Je vais aller par exemple sur un environnement où je peux paralléliser toutes mes recherches. Si j'ai lancé 10, 20, 30, 40 algorithmes en parallèle, il va falloir que je comprenne quel est le meilleur, et donc justement toute cette interface va nous aider ensuite à comparer les performances des différents modèles et à conserver le meilleur. Ce que vous avez pu voir un peu dans l'approche Automated ML justement, mais voilà, de manière ici peut-être plus maîtrisée, plus manuelle. Si on package l'algorithme, c'est aussi quelque chose qui va être pratique pour le partager, hein, pour travailler dans un mode plus collaboratif et découper peut-être les tâches. Alors, on découpe parfois les tâches entre data scientist et data engineer. Peut-être que le métier est en train un peu de fusionner, mais voilà, on pourrait imaginer ce scénario où certains travaillent jusqu'à la réalisation d'un algorithme packagé et d'autres ensuite vont être sur le principe. Et le déploiement, dites-vous bien qu'il y a deux usages finalement dès qu'on a un modèle prédictif, soit du batch, donc toutes les nuits par exemple je suis en capacité de prédire le risque qu'un client quitte un opérateur téléphonique dans la journée qui vient, et je le fais, je sais que ça prend du temps, donc je le fais une fois par toute la nuit, et le matin les équipes de service après-vente par exemple savent qu'elles peuvent anticiper peut-être des problèmes, des appels à certains clients, mais on peut aussi le faire en temps réel. Voilà, j'ai quelqu'un qui arrive et hop, tac, je veux avoir une prédiction très vite pour le modèle qui m'intéresse. Donc tous ces cas d'usage font qu'on va finalement pouvoir piocher dans les composants d'MLflow. Alors les 4 composants, en quelques mots, tracking, c'est vraiment le composant, le premier par lequel vous aborderez MLflow, c'est vraiment l'idée d'enregistrement de tous nos paramètres. Et dites-vous que là, on va enregistrer donc les paramètres qui servent à définir les constantes en fait, hein, qui nous servent à paramétrer l'algorithme, mais aussi des choses qui vont évoluer, qui sont les métriques. Donc on aura différents types d'objets qui vont nous permettre de faire ces stockages. Et ce composant, donc ça c'est vraiment l'idée du packaging, et
Et ce packaging, on va le réutiliser dans ce qu'on va appeler des exécutions. Donc, vous verrez qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle une expérience MLflow, on va retrouver différentes exécutions. Donc, le but étant après de repérer la meilleure des exécutions pour aller la charger, par exemple, la déposer sur un environnement de production. Les modèles, cette partie, c'est le format, vous allez voir au travers principalement ici de fichiers de dépendance. On va lister les packages nécessaires dans un format YAML. On va retrouver ici un outil de déploiement. Et Registry, alors c'est le petit dernier, c'est MLflow, c'est un produit qui a aujourd'hui un peu moins de 2 ans. Registry vient juste d'arriver alors, je pense qu'il est même en plus, enfin il est sorti de private preview, donc vous pouvez y accéder que tout le monde n'y avait pas accès. Maintenant il est public. Je ne sais plus s'il a encore le statut de pré-version, mais voilà, il vient d'arriver et c'est ce qui va nous permettre de suivre le cycle de déploiement de nos modèles entre différents environnements. Juste un petit récapitulatif ici, mais on va plutôt le voir lors de la démo, donc de tout ce qui peut être enregistré lors d'une exécution, donc tous ces éléments qui vont finalement nous permettre de garder une trace de nos modèles. Et je donne un exemple très concret, je prends souvent le même, mais qui est absolument important aujourd'hui dans cette approche prédictive. Si vous avez demain une personne qui a subi, entre guillemets, les conséquences d'une prévision, donc ça peut être je sais pas, un refus, on peut imaginer un étudiant qui s'est fait refuser une admission post-bac. Aujourd'hui, la législation européenne autour de la donnée pourrait nous faire demander d'aller expliquer pourquoi l'algorithme a pris telle décision. Et donc ça demande bien de retrouver au bon moment, de retrouver l'algorithme, la version d'algorithme qui a servi le jour de cette prédiction. Et si on allait encore plus loin, ça demanderait de retrouver les données qui ont servi à l'entraînement et les hyperparamètres qui ont servi à l'entraînement de cet algorithme qui a abouti à cette décision défavorable pour une personne. Donc attention, on a souvent l'idée peut-être de la législation européenne, de la GDPR, sur la fuite des données, sur leur confidentialité, sur l'anonymisation, pseudonymisation. Dis-toi qu'il y a aussi cette partie de droit à l'explication. Alors, bien sûr, on ne donnera pas les formules mathématiques. Si on devait expliquer une random forest, on serait bien normal de le faire, mais en tout cas, il va falloir être capable quand même d'aller retrouver, au moins de répéter la prévision telle qu'elle a été faite à un instant T. Alors, je vais aller très vite sur un notebook parce que là cette diapo-là va être peut-être un peu petite et le but, c'est de vous montrer les quelques briques de code essentielles pour démarrer avec MLflow. Donc, je vais passer sur cluster Databricks. Vous me faites signe en régie si jamais il y a si on est bien, pas de mauvaise surprise sur le partage d'écran. Voilà, on va se mettre sur la page d'accueil de Databricks. Donc je suis bien sûr ici sur le cloud, dans un navigateur connecté à Azure Databricks. Et du coup, on va retrouver ici différents menus pour utiliser ce qu'on va appeler un espace de travail. C'est le terme ici pour Databricks. On va retrouver en particulier la définition de nos clusters. Donc un cluster, c'est la définition, ici le provisionnement, on pourrait dire, de plusieurs machines virtuelles. Alors vous voyez que je peux commencer très petit, puisqu'ici j'ai juste ce qu'on va appeler un worker, donc un nœud, une machine qui va exécuter les actions, sachant que le driver est celui qui va lui commander de réaliser telle ou telle action. On aura bien sûr des interfaces de suivi de toutes ces machines. On aura la possibilité d'importer ici des librairies. Alors ça nous concerne particulièrement pour MLflow, puisque vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai importé la librairie MLflow avec quelques extras qui rajoutent des fonctionnalités en plus. J'ai importé TensorFlow et Keras, par exemple, pour du deep learning. Donc ces librairies, on peut les installer au niveau du cluster dans Databricks. Mais ce que je vous conseille, petit conseil que je vous donne si vous voulez vous lancer très facilement sur MLflow, c'est parce que vous faites du machine learning. Donc en fait ici, quand vous choisirez ce qu'on appelle le runtime, c'est-à-dire la configuration de base des différentes machines virtuelles, choisissez une configuration ML, puisqu'elle va avoir déjà, déjà installé un grand nombre de packages liés au machine learning, dont MLflow, dont Keras, dont TensorFlow. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est en 6.5 aujourd'hui, mais qu'il y a une version 7 déjà disponible si vous voulez tester les previews de Spark 3.0.
Alors ça, c'est la définition de mon cluster. À l'intérieur d'un espace de travail, je pourrais très bien avoir plusieurs clusters et on pourrait utiliser aussi, alors sur un environnement de production, ce qu'on appelle les automated clusters. C'est-à-dire qu'en fait, autant ici, je garde, entre guillemets, ces machines virtuelles à disposition, même si je les éteins. C'est pas tout à fait vrai, parce que pour ça, il faudrait faire ce qu'on appelle un pool, mais voilà, disons qu'en gros, je garde cette configuration prédéfinie. Un automated cluster va me permettre ici d'utiliser les machines vraiment au moment où s'exécuteront les traitements. Donc ça, c'est vraiment le scénario pour la production. Ici, je suis plutôt dans un environnement de développement. On va retrouver également, pour faire le tour rapide de cette interface, on va retrouver la possibilité de stocker des fichiers. On a ce qu'on appelle le DBFS, Databricks File System, donc un système de fichiers distribués, qui nous permet derrière d'aller présenter des structures de table. C'est en ça que je vous disais qu'on peut aller après manipuler les éléments avec du langage SQL. Vous voyez qu'ici, parce que mon cluster est démarré, j'ai une structure de table sur laquelle je pourrais effectuer des commandes SQL dans mes différents notebooks. Et ici, ce qu'on va trouver au niveau du workspace, c'est toute l'organisation des notebooks qu'on va pouvoir mettre à se ensuite par dossier et qu'on va pouvoir ouvrir ensuite pour aller les explorer. Alors, je vais revenir juste après là-dessus. Donc ça, c'est, voilà, si jamais vous n'aviez jamais vu de notebook de votre vie, voilà à quoi ça ressemble. Donc des cellules dans lesquelles on exécute du code, des cellules ici qu'on appelle en Markdown, donc vous allez voir qu'il y a un petit %MD là, voilà, qui permet de formater du texte. Mais surtout, ce qui va nous intéresser plus, c'est des cellules de code, comme celle-ci, ensuite être exécutées. Si on a une exécution qui nous permet d'obtenir des graphiques, on peut les afficher ensuite. Donc là, on a un fichier image qui est généré par le code et qui peut être affiché. Ça, c'est un petit peu différent de la notion de créer le graphique à la volée. Je peux peut-être vous en montrer un si j'ai le chargement ici de la donnée. On va exécuter ça. Alors, ce qui est intéressant avec les fichiers graphiques, juste le temps que le code s'exécute, ce qui est intéressant avec ces fichiers-là, là, on est sur une analyse ici finalement de la performance de mon modèle. Et ben, ça fait partie aussi de tout ce que je vais pouvoir sauvegarder autour de en fait ici dans mon outil de tracking MLflow. Alors pour démarrer ce tracking, il ne se fera pas par défaut, il va falloir que je dise explicitement que j'utilise cette librairie-là. Et ben je vais donc déclarer, alors tout début, voilà, on va déclarer ici, on va importer la librairie MLflow, et vous voyez que parce que j'ai un entraînement fait avec le framework scikit-learn, j'importe aussi le composant MLflow sklearn qui me permettra en particulier de packager le modèle. Une fois qu'on a fait l'import, on va déclarer, on va faire un run, on va démarrer, on pourrait dire comme ça, démarrer le suivi MLflow. Alors si vous faites juste un run, il faudra penser à faire un stop, enfin un start, pardon, il faudra penser à faire un stop. Donc la petite astuce ici, je suis en train d'essayer de caler, voilà, hop, on arrive là. La petite astuce est d'utiliser MLflow, with MLflow start run, le with nous permettant de ne pas avoir à faire de stop. Je vais essayer peut-être de zoomer. Ouais, sur du code. Alors, les choses les plus importantes pour démarrer avec du coup le tracking des modèles, bah, c'est de déclarer, c'est tout simple, on déclare, on a trois outils, trois mots-clés qu'on va utiliser ici. Log param, donc je déclare un paramètre. Log métrique, je déclare une métrique. Alors vous voyez que à chaque fois c'est un couple, c'est un nom et la valeur associée. Pourquoi on a finalement deux outils différents? Parce que la métrique peut évoluer. Autant le paramètre est figé, autant la métrique pourra changer, et on pourra historiser ces valeurs. Et on va trouver ici log artifact. L'artifact, c'est par exemple le modèle qu'on va... le modèle sérialisé, par exemple un pickle en Python. Donc ça fait partie de ce qu'on peut sauvegarder sous forme d'artefact, mais vous voyez tout simplement une image PNG. Je peux aussi la stocker et la voir dans les artefacts. Et dernière commande pour ce premier notebook, log model qui est ici, donc lui fait vraiment le travail d'aller enregistrer le fichier du modèle. Alors pour retrouver tout ça, parce que j'ai lancé justement cette commande
start run, et ben, je vais retrouver ici sur le côté voilà, les différentes exécutions. Là, j'ai lancé 4 fois mon notebook, donc j'ai 4 exécutions qui ont été faites, donc pour lesquelles je peux retrouver facilement les valeurs des paramètres et des métriques. Mais je peux surtout naviguer voilà, sur l'interface utilisateur, donc qui va me permettre de retrouver de manière plus visuelle l'intégralité de ce qui a été fait. Donc voilà un petit tableau par exemple où je retrouve à nouveau mes paramètres et mes métriques. Et je peux aller un petit peu plus loin, je peux aller au détail par exemple de cette exécution. On est ici sur un run, on va voir qu'on retrouvera ensuite l'ID pour justement la phase de déploiement. Donc dans ce run, je retrouve tout ce que j'ai bien voulu déclarer. J'aurais pu mettre des tags aussi, hein, qui sont juste des descriptions pour mieux s'y retrouver. Et voilà ce que sont les fameux artefacts. Donc vous voyez que l'image, le format PNG, ben voilà, il est reconnu, je peux l'afficher à cet endroit-là. Mais je vais surtout retrouver ici le package, donc ça c'est la partie modèle de MLflow. Je vais surtout retrouver concrètement un fichier pickle, alors qu'il y a un fichier binaire, je peux pas si vous repensez à f de x égale à x plus b, et ben c'est a et b, hein, tout simplement, voilà, qui sont mis en format binaire, donc je peux le télécharger ici. Voilà, on pourrait même sortir de l'interface Databricks et partir ailleurs avec ce fichier de modèle. Je vais retrouver ici mes dépendances dans un format YAML. Donc là, on voit quelle est la version de Python qui a été nécessaire, la version de scikit-learn, et puis on demande une installation par pip ici, qui permet d'installer les packages de différents packages. Donc tout ça me permet en fait d'avoir, et ça c'est un autre YAML qui est plus de métadonnées autour de mon modèle. Donc tout ça c'est le package qu'on a obtenu autour du modèle. Alors cette interface, donc, je reviens juste un cran en arrière, elle a énormément de fonctionnalités hein, pour se retrouver au niveau du meilleur modèle. Voilà. Donc ça va être vraiment très intéressant d'avoir ce résumé ici. Donc choisissez bien vos, alors, je préférais dire ici hyperparamètres, mais voilà, vos hyperparamètres, vos métriques, choisissez-les bien, c'est ça qui va vous permettre après de bien relire les entraînements et de savoir quelle est la meilleure version. Alors si je sors de cette interface, si je me déplace maintenant dans un autre notebook qui va plutôt me servir à faire la partie déploiement, et bien on va voir que dans les commandes qui vont être utiles, et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer, hop, je vous l'avais promis, puis je suis passé vite, hop, je vais vous montrer juste ici, je reviens en arrière, j'ai un petit peu de temps, hop, voilà la partie graphique, s'il veut bien me le proposer. Ici, j'utilise une commande alors qui est propre à Databricks pour le coup. Ok, voilà, donc il me montre ici le contenu de mon data frame, hein, c'est-à-dire les données que j'ai en mémoire. Et vous voyez que, hop, voilà, on pourra aller, si on veut chercher par exemple des corrélations ici, on va tracer un nuage de points. Et on va avoir carrément ici directement la matrice des nuages de points. Alors c'est un petit peu petit, mais on pourra faire. Voilà, on pourra le voir un petit peu plus grand ici, et on pourra simplifier si on ne souhaite pas garder ici, on peut retirer certaines variables. Si on n'en garde que deux, ben voilà, on aura le nuage complet. On peut l'agrandir un petit peu plus dans le visuel. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que cet outil d'exploration, qui est le notebook, va être ici agrémenté de la partie visuelle. Mais ici, ce qui nous intéresse, hein, c'est bien le déploiement de notre modèle. Donc notre modèle, on l'a entraîné, on a repéré sa meilleure exécution, et surtout on a repéré donc, le meilleur run. Alors si je me base aller rapidement par exemple sur le R2 ici, bon, ils sont assez mauvais, mais bon, on va prendre le meilleur, coefficient de détermination. Si je prends ici l'identifiant de mon exécution, et ben cet identifiant, je vais pouvoir le redonner un petit peu plus tard pour ici déployer le modèle sous forme de ce qu'on appelle une Spark UDF, donc une fonction définie par l'utilisateur, qui est simplement la possibilité de traiter en mode batch, donc vraiment par lot. Hein, donc ça c'est le scénario où de nuit on fait des prévisions globales pour je sais pas, tous les clients, toutes les machines, des choses comme ça. Donc parce que je dispose en fait
de cet identifiant que je redonnerai ici en entrée, eh ben, je vais pouvoir lancer, utiliser le meilleur modèle pour un autre traitement, qui est plutôt le traitement à vocation prédictive en batch. Et donc ça c'est tout l'intérêt finalement d'avoir vraiment un identifiant maintenant de nos entraînements. Mais je vais basculer ici plutôt sur le scénario temps réel. Alors pour ce scénario temps réel, il va me falloir quand même un outil derrière qui me permette de faire ce qu'on appelle le serving, hein, donc vraiment le déploiement, et je vais rebasculer rapidement sur quelques diapos ici. Donc pour rajouter un outil qui est l'outil Azure Machine Learning. Alors juste en synthèse sur ce que je vous ai montré enfin pour l'instant, il me restera à vous montrer la partie registry, mais ce que je vous ai montré des MLflow, on est sur ce qu'on appelle MLflow administré. Donc voilà, si vous utilisez le package open source, vous n'aurez pas toute cette interface utilisateur. Ça, elle est vraiment spécifique à Databricks qu'on utilise ici. Autre avantage d'être sur Azure pour traiter pour traiter avec MLflow, c'est que tout qui est en fait enregistrement, ce qu'on a appelé les artefacts, hein, donc souvenez-vous, c'est le fichier binaire pickle, c'est une image traçant peut-être la performance de mon modèle. Par défaut, ça irait sur le file system de Databricks. Si vous avez un stockage Azure, vous pourrez donner le chemin de votre compte de stockage, et donc vous avez vraiment sorti finalement du cluster Databricks, vous avez sorti les artefacts, donc les produits qui sont indépendants de la plateforme et que vous pourrez réutiliser d'une autre manière. Alors, Azure MLflow, on pourrait faire on pourrait mêler les deux, donc Azure ML et MLflow. Voilà, comment on va les mêler tous les deux? Et ben, on va utiliser, comme je vous l'ai montré, on va utiliser l'aspect code d'MLflow, mais on va pouvoir utiliser par exemple la puissance ici de Databricks comme moteur de calcul, et utiliser vraiment toute la partie déploiement, et on va voir que c'est à nouveau des machines virtuelles et des ressources qu'on va appeler Container Instance ou Kubernetes, qui sont finalement l'hébergement d'images Docker. Ben, on va utiliser ça côté Azure. Donc les trois produits ensemble nous permettent d'avoir vraiment une chaîne ultra efficace pour des projets de machine learning sur des volumes importants. Et on aura à nouveau un package, alors celui-ci c'est Azure ML-MLflow, donc qui va nous permettre de piloter à distance les composants d'Azure Machine Learning. Et en particulier ici, de faire une chose qui est le build image, donc c'est-à-dire de construire une image Docker. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver une fonction de scoring, donc tout simplement celle qui est capable de faire une prévision. Là, on lui donne un modèle, elle ne le re-entraîne pas, elle ne le recalcule pas, c'est un modèle figé. On a souvent l'idée en machine learning que les modèles s'améliorent à la volée. C'est pas toujours le cas, c'est même peut-être, on va dire, dans 95% des cas aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, voilà, un modèle figé, le meilleur, bien sûr, le meilleur modèle figé, il se déploie sous forme d'image, grâce à cette syntaxe, et on dispose derrière de ce qu'on appelle un point de terminaison, donc en fait une adresse qu'on va pouvoir interroger, et on va avoir un stockage simultané dans ce qui s'appelle Azure Container Registry de cette fameuse image Docker. Voilà, donc à nouveau, vraiment, l'objectif, l'intérêt d'utiliser ces trois produits, c'est qu'on va, bien sûr, on va passer par trois produits, mais on va faire en sorte qu'ils soient aussi indépendants les uns des autres. Donc de garder vraiment des éléments plutôt du monde de l'open source, du Pickle, Python, du H5 TensorFlow, des choses comme ça. Ici, on va avoir des images Docker, donc on va être vraiment sur des choses qui, finalement, ne sont pas des technos propriétaires Databricks ou Microsoft. Et une fois qu'on a déployé cette image, donc voilà ce que donne le point de terminaison, donc ça ressemble à ça, c'est une adresse HTTP. On lui enverra deux nouvelles données, vous voyez, là c'est le cas par exemple ici, et elle nous enverra en échange un résultat. Voilà. Et donc tout ça peut se faire à nouveau donc au travers d'un notebook dédié que je peux faire sur Databricks, mais que je peux aussi, ce serait peut-être ici plus intelligent parce que je vais vraiment séparer ma ressource de calcul, d'entraînement et ma ressource de déploiement, que je pourrais très bien faire sur ce portail qui est Azure Machine Learning, que vous avez vu au travers justement de la démo sur l'AutoML. Et donc ici, je vais pouvoir avoir tout simplement un environnement assez simple. Je n'ai pas besoin de puissance, de la même puissance que pour un entraînement. J'ai juste besoin d'un peu de puissance pour aller
déployer le modèle, et il se déploiera sur ce qu'on appelle un cluster d'inférence. Alors j'en ai pas ici, mais enfin, si j'en crée un nouveau, vous voyez que je peux aller chercher un service de type Kubernetes, et sur lequel je vais pouvoir mettre un nombre de nœuds, donc assurer à nouveau la réponse à l'échelle de mon modèle prédictif. Et il me reste un élément à vous montrer, voilà, que je peux illustrer avec ce dernier notebook. Donc, ok, on a été jusqu'au déploiement, on est parti des données, on les a entraînées, on a trouvé le meilleur modèle, on l'a versionné, on l'a enregistré, on a réalisé le déploiement grâce au build de cette image Docker. Et ça, c'est peut-être le déploiement qu'on a fait dans un environnement de développement. Ensuite, il va falloir suivre le déploiement d'environnement entre différents environnements. Alors, pour ça, on va rajouter donc cette quatrième brique d'MLflow qui s'appelle Registry, et on va pouvoir finalement définir ici, alors ça ressemble finalement à des tags, et on va pouvoir définir la notion d'environnement, et toujours réaliser donc, le chargement du modèle, grâce à nouveau à cette idée d'identifiant. Vous avez vu les identifiants de run qu'on avait jusqu'à présent, et on va pouvoir donc déployer, avoir une fonction qui va faire ces différents petits codes importants se situe là. On va à nouveau donc, tracer et utiliser l'environnement de tracking de MLflow, et on va pouvoir obtenir, grâce maintenant à ce nouveau menu qui est apparu il y a quelques semaines maintenant dans Databricks, on va pouvoir obtenir dans une interface une vision de ce tracking. Alors, pour vous montrer une version complète, voilà ce qu'on pourrait imaginer avec un modèle qui change d'environnement. Grâce donc, au système de tags qu'on va positionner, on peut avoir une idée ici plus finalement d'administration de nos modèles, en disant que le modèle est passé dans l'environnement de staging, on a pu faire quelques tests, une fois qu'il a été validé, on a pu le déployer en production, donc c'est le modèle qui a fait les prévisions réelles, enfin celles qu'on utilise finalement au quotidien. Et peut-être que ce modèle, finalement, un jour, s'est retrouvé à dériver. Voilà, on a fait un monitoring qui nous a montré que le modèle n'était plus aussi efficace. Donc, finalement, on l'a passé en statut archivé. Et donc, cet outil voilà, qui s'appelle maintenant MLflow Registry va nous aider à faire un suivi complet de nos phases de déploiement. Et vous voyez qu'on est, à nouveau, on retrouve notre identifiant de run, et on pourrait rebasculer, finalement, sur la page dédiée à notre exécution d'entraînement. Donc voilà le tour complet de ces fonctionnalités. Je vous ai mis ici dans les quelques liens ressources les liens particuliers des notebooks. J'ai utilisé ici les notebooks de démonstration, donc voilà, vous pouvez les récupérer. Et sur mon GitHub, vous trouverez d'autres notebooks plus personnalisés. Donc voilà, ces notebooks vous permettront de prendre en main les quelques fonctionnalités importantes de MLflow, mais vraiment, ça c'est le message important que je voudrais donner, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de tout faire en même temps. Commencez juste par le tracking, par exemple. Voilà, c'est quelque chose d'ultra efficace, et vous allez vous rendre compte de la simplicité d'usage, de suivi de vos métriques d'évaluation, qui sont quand même l'un des points clés pour faire les choses bien en machine learning. Donc voilà, commencez par utiliser ces parties-là, et petit à petit vous rajouterez le packaging de modèles, le déploiement et les phases, les différentes phases entre environnements. On n'est pas trop mal dans le timing, Virginie, je pense. On est nickel dans le timing, bravo, merci Paul. Alors, tout d'abord, tu as plusieurs personnes dans le chat qui te disent, qui te font passer les félicitations pour la certification. Donc, encore une fois, félicitations. Du coup, j'ai une petite question. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Allez-y. Je pense que la plupart des personnes qui sont potentiellement en train de manger, c'est difficile de à la fois manger et taper des questions. Donc moi, par contre, j'ai une question. Enfin, j'en ai potentiellement plusieurs. SparkML, tu présentais au début SparkML pour un développeur ou un data scientist qui a l'habitude de Pandas, de Scikit et tout ça. Quel est le temps nécessaire pour se former à tout ce qui est SparkML? Alors, je pense que si pour quelqu'un qui connaît bien Scikit-learn, ça ne va pas finalement être si déstabilisant. Hein.
Bon, va falloir se faire à quelques syntaxes un petit peu différentes, les paramètres qui sont pas tout à fait nommés de la même manière. Bon, je pense que le saut est peut-être plus difficile pour se remettre à tout faire en Scala. Même si c'est quand même vraiment, vraiment très intéressant avec cette idée que le Scala est compilé, hein, par rapport à du PySpark ou SparkR, hein, finalement, on va gagner vraiment en efficacité pour ça. Mais il y a quand même une piste que je voudrais donner, et ça c'est peut-être un des produits aussi portés par Databricks, qui est ce qu'on appelle Koalaz. Donc Pandas, hein, pour resituer Pandas, hein, c'est le package qui nous permet en Python de monter les données en mémoire, d'avoir un data frame, un jeu de données qui est stocké en mémoire. Si vous êtes confronté à des jeux de données assez volumineux, vous avez peut-être assez vite vu les limites de cette approche. Koalaz, c'est la même syntaxe que Pandas, mais justement avec l'idée de pouvoir distribuer le calcul et donc de travailler sur des volumes de données plus importants. Et donc c'est une librairie qui est toute récente, elle a été je crois annoncée en version, encore en version 0 point quelque chose, mais voilà, elle est très récente, mais elle est assez active aussi, et l'objectif est à terme donc finalement de remplacer le PD point que vous mettez dans toutes vos commandes Pandas par alors je sais pas, KO pour Koalaz, voilà, et donc à partir de ça, vous donnerez plus de puissance à vos outils. Donc ça, c'est la version, la réponse. Voilà, si on ne veut pas trop vous embêter à aller appréhender un autre langage ou des API comme SparkML, mais voilà, ça vaut le coup quand même d'aller toucher à du Scala, à mon sens. Du coup, un développeur qui serait un petit peu feignant pourrait faire un import Koalas as NP et laisser son code tel qu'il était avant, ni vu ni connu. Voilà, alors bon, sachant qu'aujourd'hui tout n'est pas vraiment ISO encore, mais voilà, Databricks pousse vraiment cette communauté et, et, genre, je crois que même j'avais vu, alors je ne vais pas m'engager à leur place, mais voilà, à fournir le code nécessaire si jamais vous manquez une fonctionnalité côté Koalas. Parfait, merci beaucoup. Et merci pour l'information sur cette librairie. Une autre petite question, c'est qu'en fait, monitorer un modèle qui est en production, comme tu le disais, c'est bien pour détecter les dérives. Mais du coup, la question qu'on entend souvent, c'est comment un modèle peut dériver alors qu'il n'y a plus d'apprentissage. Alors, tout simplement parce qu'en fait, la réalité, le monde extérieur est en train de changer. Et alors, tout dépend du secteur, hein. Si je prends quelques exemples, si on se place dans des modèles, par exemple, dans le secteur industriel, si vous avez des chaînes de production qui fournissent des boulons de telle taille, bon, okay, bon, et ben peut-être que de la détection d'anomalies, par exemple, à un moment, on pourrait il peut y avoir des dérives sur la chaîne de production qui ferait changer les données en entrée et qui ferait en sorte que, par exemple, une détection d'anomalies serait plus aussi efficace. Alors, à l'échelle industrielle, c'est quelque chose, enfin, dans le secteur industriel, c'est quelque chose sur lequel il y a un historique assez fort avec toutes les démarches autour du suivi de qualité qui fait que voilà, on se fait rarement piéger dans ce secteur-là. Si je suis dans un secteur plus de société, enfin, si on mesure peut-être des habitudes de consommation, moi je travaille en ce moment par exemple sur des enchaînements de vidéos, des chaînes de replay, là les choses peuvent changer très vite. On n'a peut-être pas du tout les mêmes habitudes de programmes télé pendant le confinement, par exemple, je sais pas, voilà, peut-être qu'on met plus de dessins animés pour enfants, voilà, donc ce genre de choses, peut-être qu'un comportement extérieur, un nouveau comportement, fait que finalement mon modèle aujourd'hui de prévision de la prochaine vidéo est peut-être très nul parce que le monde a changé. Et ça, c'est toute la difficulté de travailler avec de la donnée où on est finalement on mesure des réactions humaines ou ce qu'on appelle des attitudes, des comportements. Et ça va faire en sorte que ça peut changer. Et d'où l'intérêt de vraiment bien trouver la temporalité à laquelle on va réentraîner notre modèle. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est souvent un écueil que je rencontre avec nos clients, c'est que on a du mal à se dire quand est-ce qu'il faut réentraîner le modèle. Au début, on va se dire je veux le réentraîner toutes les nuits, parce qu'on a l'habitude des batchs d'ETL pour de la BI, par exemple. Et voilà, et donc toutes les nuits, il y a des traitements, et ben on va se dire que l'entraînement de modèle, c'est pareil, ça passe toutes les nuits.
c'est peut-être une erreur parce que l'entraînement de modèle, c'est peut-être 3, 4, 5, 6 heures, 12 heures sur 10 machines en GPU. Et ça va vous coûter très cher. donc on va très vite revenir dans l'axe inverse, qui est de dire, oh, bah, le modèle, on le réentraînera peut-être dans 6 mois. Et ça encore, c'est pas une bonne approche. Et la manière de faire, c'est vraiment d'utiliser ces outils de monitoring, de superviser la dérive. On parle de dérive silencieuse pour les modèles. Je trouve que c'est vraiment un bon terme parce que ça ne sera pas flagrant, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais ça sera peut-être une dérive assez lente de perte d'efficacité des modèles. Et donc, il faut vraiment être attentif à ça et trouver, mais par approche itérative, faut tester, il faut essayer, trouver la meilleure fréquence de réentraînement d'un modèle. C'est toute une technique, ouais, effectivement, c'est jamais évident. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Merci Virginie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il va y avoir une petite pause comme entre chaque session. La prochaine session, ça sera Nicolas Robert qui vous parlera des services cognitifs et qui sera accompagné d'Edwige. Donc, on va leur laisser la place et la prochaine session commence donc à 13 heures. Donc, bonne fin d'appétit pour ceux qui sont en train de manger et à bientôt pour les autres. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.